Aujourd'hui, nous sommes nombreux à célébrer la victoire du Niger, à célébrer cette victoire face à l'intervention militaire de la CEDEAO qui devait avoir lieu sur ce pays. Nous sommes nombreux à célébrer la victoire du peuple nigérien et surtout du général Tiani et ses hommes. Mais il y a des acteurs derrière qui ont joué un rôle très important, dont aujourd'hui on en parle généralement pas. Le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Rappelons-nous, après les déclarations officielles de la CEDEAO, selon lesquelles l'option de l'intervention militaire sur le Niger était la dernière option. Alors ces pays se sont levés de commun accord, d'une seule voix, surtout par le porte-parole du gouvernement de transition du Mali, le colonel Maïga, qui disait « L'intervention militaire sur le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. » Et ces trois pays, ensemble, c'est justement ce qui a donné un peu plus de force à la lutte du Niger pour permettre à la CEDEAO de reculer, ou encore à la France. Parce que si le Niger était tout seul, une chose est sûre, l'intervention militaire devait forcément avoir lieu, il devait écraser ce pays. C'est justement parce qu'ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord. Et derrière le fait de se mettre ensemble, il y a un message très fort, qui est celui que ce n'est qu'ensemble qu'on peut lutter face à l'impérialisme. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut dire non, ça suffit comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ils savent très bien qu'intervenir militairement au Niger, au Burkina Faso, au Mali, peu importe ces pays-là, ce sont ces trois pays qui vont se mettre ensemble pour résister. Et c'est justement ce qui les a fait reculer. La nécessité de se mettre ensemble pour lutter. Parce que l'ennemi commun qu'on a, c'est vrai qu'à la tête de nos États, on aura encore certains qui jouent le rôle de l'Occident. Mais l'ennemi commun qu'on a, c'est ceux qui nous empêchent d'avoir notre réelle indépendance, notre véritable autonomie. Et s'il faut faire face à ces personnes-là, il faut se mettre ensemble. Cette époque de dire ce qui s'est passé au Congo ne concerne pas le Cameroun, ce qui s'est passé au Cameroun ne concerne pas le Tchad, au Mali, ça ne concerne pas le Burkina, au Niger, ça ne concerne pas le Sénégal. Cette époque est révolue. Parce qu'il faut bien se mettre ensemble si réellement on veut lutter cet ennemi que nous avons tous en commun, qui nous empêche d'être réellement indépendants, forts. La France aujourd'hui ne parle pas en son nom. Remarquez bien, quand elle veut attaquer un pays, elle dit toujours au nom de l'Union européenne et des États-Unis, ou encore au nom de l'OTAN. La France aujourd'hui, quand on pose les questions au président Sarkozy pour avoir intervenu militairement en Libye, il ne dit pas que c'est lui, il dit que c'est l'OTAN. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, voilà, ils ont toujours cette appellation pour se dire ça, c'est l'importance de se mettre ensemble. Et c'est justement ce que le Mali, le Burkina et le Niger, ils ont compris durant cette période, qu'il était nécessaire de se mettre ensemble pour que le Niger ne tombe pas. Et effectivement, le Niger n'est pas tombé. Le Niger a résisté. La CEDEAO a reculé. Et aujourd'hui, la CEDEAO prouve comme une fois, elle est devenue incompétente à apporter des solutions aux crises en Afrique. Elle a échoué au Mali, elle a échoué au Niger, elle a échoué au Burkina Faso, elle a échoué en Guinée. Donc elle nous prouve comme une fois, elle n'est plus capable d'apporter des solutions pour l'Afrique. Mais là n'est pas le but de notre vidéo. Le but de notre vidéo, c'est vous parler de cet homme, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition du Mali. Quelqu'un qui est assez réservé, très calme, n'est pas là dans beaucoup de déclarations, mais il est concentré à redonner la grandeur à son peuple, à sécuriser son pays. Rappelez-vous, lors du sommet Russie-Afrique, parce qu'il n'était pas en tenue militaire, il était en boubou, il y a des pseudo-panafricanistes africains qui sont mis sur des plateaux de télé en veste pour développer leur gros français, soi-disant. Le fait que le colonel Assimi Goïta ne soit pas allé en Russie en tenue militaire, c'est la preuve qu'il veut déjà s'accrocher au pouvoir, comme certains. Et d'après eux, les militaires n'ont pas leur place dans la politique. La place du militaire, c'est en caserne. Nous sommes d'accord, nous sommes unanimes à être contre la prise de pouvoir par les armes. Mais n'oublions pas une chose très importante, que le militaire a un rôle aussi fondamental à jouer à partir du moment où les politiques ne font plus le travail. À partir du moment où les politiciens se servent de la politique pour écraser le peuple et s'enrichir personnellement. C'est aux militaires de redonner la grandeur au peuple. C'est aux militaires de libérer le peuple. Comme disait l'ancien président du Ghana, je cite, Jerry Rawlings, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. L'armée a un rôle très fondamental à jouer. Rappelons que le colonel Assimi Goïta fait partie des forces spéciales qui étaient au front face aux terroristes, mais se trouvaient incapables de lutter contre les terroristes. Pourquoi? Parce que leur politique de défense de leur territoire, la politique de leur équipement qui était limitée, était décidée depuis le Quai d'Orsay en France.
même pas par leur chef d'État. Quand ils se retrouvaient face aux terroristes et qu'ils les attaquaient, ils se rendent compte que ils ne sont pas assez outillés, ils ne sont pas assez équipés pour défendre leur territoire. Mais n'oublions surtout pas qu'ils avaient même des endroits où ils étaient interdits de pénétrer par la France. Et après des investigations faites, ils se rendent compte que c'est la France qui ravitaille les terroristes. Mais c'est encore eux qui limitent leur équipement pour lutter contre ces terroristes. Mais avec l'amour qu'il a pour son pays, sachant que je n'ai qu'un seul Mali, qui est unique et irremplaçable, il était de son devoir de redonner la liberté à son peuple. Il était de son devoir de se révolter. Parce que voir une telle situation, avoir de l'amour pour son pays et se taire, c'est ne pas aimer son pays. Alors il était de son devoir de se révolter. Et rappelons qu'ils ont même brandi ces preuves au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour dire on a les preuves, voilà les preuves, on veut juste que vous nous écoutez, qu'il y ait une confrontation. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne les a jamais écoutés. Pourquoi? Parce que la France a un droit de veto aux Nations Unies. Elle a imposé son droit de veto. On ne les a jamais écoutés. Et voilà pourquoi, une fois il arrive au pouvoir, il dit vous les Français, vous devez partir. Ça c'est sûr. Et leur politique aujourd'hui, ils veulent tout simplement le respect. Ils appliquent la réciprocité. La France avait mis le Mali dans des pays sur lesquels ils ne devaient plus octroyer les visas. Le Mali a fait la même chose. Pour dire, s'ils prennent une décision, c'est la réciprocité. Ils feront la même chose. Avec leur compagnie Air France, qui sans informer les autorités du Mali ont décidé, comme ça, voilà, de suspendre leur vol. Et du jour au lendemain, ils décident de revenir. Alors ils leur ont dit jamais. Ça, vous n'allez pas revenir. On veut tout simplement du respect. Et c'est justement ce qu'ils sont en train d'aller progressivement pour redonner la grandeur au peuple du Mali. Mais on a des gens qui, habillés en veste, vont se mettre sur des plateaux de télévision pour dire parce qu'il était dans un sommet, il n'était pas en tenue, c'est qui est sûr, il ne va pas céder le pouvoir, il ne va pas organiser les élections. Mais eux-mêmes, ils ont dit, on ne veut plus que les mêmes causes produisent les mêmes effets. À chaque fois qu'il y a eu un coup d'État par rapport à l'insécurité, parce qu'on a une marionnette à la tête du pouvoir qui attend toujours les ordres de l'Élysée pour nous donner des instructions, comment nous devons défendre notre pays. Pour des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, soi-disant venaient nous aider à faire face au terrorisme que eux ils ont causé en détruisant la Libye. Mais voilà 10 ans passés, ils n'arrivent toujours pas à trouver une solution. Mais quand on leur demande de partir, parce qu'on veut embrasser les mercenaires, quelle façon de penser? Donc si le Niger a remporté cette bataille, en partie c'est grâce au colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, qui se sont mis d'accord pour dire on ne va pas laisser ce pays tomber. Rappelez-vous, quand l'Ukraine a été attaquée, tous ces pays-là se sont unis derrière l'Ukraine. Mais malheureusement, quand le Mali, le Burkina, unis derrière le Niger, la France a dit non, on va les sanctionner. On va couper l'aide au développement, l'aide budgétaire. Donc, pour eux, quand ils se mettent ensemble, c'est bien. Il faut apprécier, parce que c'est l'union qui fait la force. Mais nous, quand on veut se mettre ensemble, non, ça cause problème. Parce qu'ils ont compris qu'il faut nous diviser pour mieux nous écraser. Mais moi, je crois que l'Afrique gagnerait à être ensemble, à être soudés, à être déterminés. Nous sommes tous contre la prise de pouvoir par les armes. Mais force à ces patriotes, ces militaires forts qui ont compris que quand le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité des juges, c'est à l'armée qu'il revient de lui redonner sa grandeur. Je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur que je ne connais pas, mais qui décrit très bien cette situation. Écoutons cette vidéo ensemble. Moi, je vous ai toujours dit ici que moi, me dire à M. Bertrand Tatina que l'armée n'a rien à faire sur le champ politique. Elle doit forcément rester dans les casernes. Quelqu'un me tient ce genre de discours, j'arrête toute discussion avec lui. S'il n'y avait pas eu de patriotes militaires maliens accompagnant une révolution populaire, comment vous aurez eu ce colonel qui était envoyé au front sans rien du tout, et dont sa politique sécuritaire et son équipement étaient décidés au Quai d'Orsay? M. Goïta l'a vécu, c'est-à-dire qu'il faisait partie des forces spéciales. Et il arrivait justement par vaincre les terroristes de Kidal, parce que justement c'est le Quai d'Orsay qui rédigeait les programmes militaires, l'équipement, l'orientation militaire et les IBK validés. Pourquoi aujourd'hui, à partir du moment où Torche déchirait ces histoires-là, le Premier ministre Choguel explique justement comment ces histoires ont été déconstruites et ce qu'il disait. On a la victoire, hein. C'est en une semaine et demie, et vous avez festoyé. Je l'avais dit ici que pour moi, ça n'a rien à voir. L'armée malienne vaincra. Parce que le Malien, le Bambara par excellence est fort. Le prototype du Bambara, c'est 1,80 m, 90 kg. Vous-même, vous avez écouté. Et pour moi, c'est une analyse qui est claire, qui est normale. La politique sécurité de votre pays est décidée par quelqu'un depuis l'Élysée.
C'est lui qui décide la politique sécurité de votre pays et l'équipement, qui est d'ailleurs limité. Mais pourtant, ce sont eux qui ravitaillent ceux qui vous agressent. Et ils sont là depuis 10 ans et ils prétendent vous aider. Mais de qui se moque-t-on? Et on a à la tête de nos États ces jeunes leaders qui ont compris ce fonctionnement dont la France a toujours usé pour duper nos parents par le passé, pour nous écraser. Eux, ils ont compris ce mécanisme-là et ils ont dit ça suffit. Les anciens réflexes sont terminés. On a toujours une bande de vendus qui sont parmi nous, qui revient pour dire les militaires n'ont pas leur place, les militaires n'ont pas ceci. Mais Jerry Rawlings, qui est aujourd'hui célébré, était aussi un militaire. Thomas Sankara, qui est célébré, était un militaire. Vous savez, quand le peuple est écrasé par ses dirigeants, en complicité des juges, il revient à l'armée de lui redonner sa liberté. Force et courage à ces dignes fils d'Afrique, par amour de leur pays, ont décidé de libérer leur peuple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Et surtout, n'oublie pas, il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Toi aussi, tu es fatigué des files d'attente dans les banques pour envoyer de l'argent en Afrique francophone? Ou encore l'utilisation des applications pas fiables avec des frais beaucoup trop élevés? Alors je t'apporte une solution efficace. Sendwave, qui est un service de transfert d'argent de l'Occident vers l'Afrique francophone. Facile, fiable, sécurisé, mais surtout, tu n'as aucun frais à payer. Sendwave est une société américaine qui existe depuis 2014, qui compte plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde. Depuis les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande ou encore le Royaume-Uni, tu peux y envoyer l'argent facilement. En un seul clic et ton destinataire le reçoit directement dans son portefeuille Mobile Money. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo-Brazza ou Congo-Kinshasa. Télécharge l'application Sendwave sur Play Store ou App Store. Renseigne tes coordonnées avec ta pièce d'identité ou ton passeport. Mais surtout, utilise mon code promo R2M et reçois 10 € directement sur ton compte. Plus de maux de tête à se faire pour l'envoi d'argent en Afrique francophone. Avec Sendwave, désormais la solution.